Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Que je suis un garçon, moi, je suis connu dans le monde entier et je ne parle qu'une langue, c'est le français. Oui. Le français, le provençal, le marseillais et le patois. Vous voyez? C'est la même, hein? Oui. Mais est-ce que vous chantez chez vous, chez nous? Chez vous? Non, si je me sens oui, chez nous. Vous, chez moi. C'est ça. Non, je veux dire, est-ce que vous sentez... Oui, mais si je me sens chez moi, chez vous. Oui. Voilà, non, chez nous, hein? Chez vous. Chez vous, chez moi. Oui. Enfin, écoutez. Quand je viens en Belgique, si je me sens chez moi, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Chez nous. Non, vous? Oui. Mais chez moi. Il faut s'entendre. Oui. Vous êtes chez vous. Moi, je suis chez moi. Je viens de chez moi, chez vous. Je me sens chez moi. Voilà. Pas pour dire mieux, c'est bien ça. On est chez nous maintenant, hein? Oui. Non, on est chez vous. Et moi, je suis chez moi. Oui. Je veux dire, est-ce que vous vous sentez maintenant chez nous? Chez moi? Oui. Chez vous. Oui. Bon, écoutez, nous finirons ça tout à l'heure tous les deux sur un papier. Vous avez le sourire célèbre. Oui. Hein? Comment est-ce que vous le fabriquez? Il n'y a pas de fabrique de sourire, je ne crois pas. Oui, vous en connaissez, vous? Où est-ce que ça commence? Ah, mais ça commence, vous savez que j'ai eu la veine de naître, enfin quand je suis né, non, parce que je n'avais pas encore les dents, étant donné que j'avais des petites dents comme ça jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis après, quand j'ai tombé les dents, de lait, ce qu'on appelle. Oui. J'étais un joli petit garçon, vous savez, à 3 ans. J'avais une figure ronde, hein. Et puis après... Pas comme maintenant. Ah non, parce qu'à l'âge de 7 ans, il m'est venu ces dents que vous voyez là. Oui. C'est les mêmes. C'est les mêmes, oui. Ici, oui. Là, c'est les mêmes, c'est celles que j'avais quand j'avais 7 ans. Alors forcément, resté, en fait. Forcément que dans une figure d'enfant, les dents paraissaient beaucoup plus grandes que dans un visage d'adolescent. C'est normal. N'est-ce pas? Oui. Alors à mesure que j'ai grandi, à mesure que ma figure est devenue la figure d'un adulte, mon sourire s'est épanoui. Et c'est à ce moment-là que mon sourire est devenu commercial. C'est ça, oui. Et j'ai profité de ça lorsque j'ai fait du tour de chant d'abord et du cinéma ensuite. Eh bien, j'ai profité de ce sourire pour donner un peu de bien-être à tous les spectateurs, car vous savez que le rire est roi dans le monde. Lorsqu'on a fait rire, on peut tout se permettre. C'est pour ça que je me suis tout permis, et grâce à ce sourire, je suis arrivé à cette situation mondiale. Et c'est aux spectateurs que je le dois, aussi bien belges que français, que suisses, qu'anglais, qu'américains, de tous les pays, ce dont je les remercie. Fernandel, parlons du Spoons maintenant. On a dit que le Spoons, c'était en quelque sorte l'histoire de votre vie, qu'en réalité, vous désiriez plutôt faire des films dramatiques. Est-ce vrai? Pas du tout. Le Spoons, c'est une histoire de Marcel Pagnol. Nous avons connu, quand nous tournions à Angèle, un jeune cervelé qui ne pensait qu'au cinéma. Je dois dire d'ailleurs qu'il était un peu fada, comme on dit à Marseille. Et devant la discrétion de ce garçon qui nous regardait tourner, et devant ces questions un peu farfelues, Pagnol en a tiré un scénario, le Spoons. Et pour donner une fin, il a voulu que ce personnage que j'incarnais soit un homme qui aurait voulu faire une carrière dramatique. Mais ça, ce n'est pas mon genre. Moi, je n'ai pas voulu faire une carrière dramatique. D'ailleurs, je n'ai même pas voulu faire une carrière de cinéma. Lorsque j'ai fait du cinéma, j'ai accepté la première fois pour me voir. Et je ne pensais qu'à faire une carrière musicale, vous voyez. C'est pour ça que je dis à mes jeunes camarades, quand ils disent « je veux faire du cinéma », je dis « ne dites jamais ça. Dites peut-être qu'un jour, je ferai du cinéma. » Car moi, je n'avais pas du tout envie. Et le cinéma est venu me chercher au musical. C'est pour ça que j'ai une grande reconnaissance au musical et à ce public fidèle. Car comme je vous le disais tout à l'heure dans notre conversation privée avant d'être devant les téléspectateurs, on pardonne tout à un comique. Voilà pourquoi, au bout de 35 ans de cinéma, vous me voyez encore devant vous, chers amis, en vous remerciant encore de votre accueil quotidien. Et je dois dire que si je suis Fernandel depuis 35 ans, enfin depuis 30 ans, mettons que j'ai un grand nom, c'est au public que je le dois. À ce public qui m'a fait confiance au départ. Et c'est pour ça qu'il fallait quand même, à ces gens très sympathiques qui sortent ou de l'atelier ou des bureaux, et qui le soir, le samedi, allaient au cinéma, leur donner quelque chose pour un peu les délasser. Et j'ai pensé que si j'avais fait, dans ma carrière déjà longue, que des films dramatiques,
je n'aurais pas tenu le coup. Car on ne peut pas intéresser les gens à faire pleurer pendant 30 ans. C'est toujours la même chose et ça sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça, on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que c'est pas moi. Moi, j'étais à la messe. Je sais bien que c'est pas moi non plus. Mais alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a tiré le panier sans y faire attention, et de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah oui, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent. Et ça n'a jamais servi à rien. Alors, à quoi ça sert de me le redire? Oh, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Je vois clairement où tu veux en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non. Bon à rien, ce serait encore trop dire. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis et je suis profondément blessé. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Et il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois avaient gonflé, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu ce baril. Il est aveugle, M. Carbonnière. Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Oh, lui, moi, je sais bien ce que c'est qui lui a monté l'imagination à lui. Et qu'est-ce que c'est? Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table, les anchois des tropiques, nous les aurions vus tous les jours, jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que tous les clients te refusent parce qu'il a tourné. Alors depuis 8 jours, il est là, lui, sur cette table, lui, aigrement, pour me nourrir, lui. Mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora. Et ce rôti de porc, il est avarié. Il y a une personne qui a mangé une tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que nous sommes aujourd'hui. Mais demain, il faudra peut-être dire c'était. Parce qu'elle est couchée depuis cette tranche. Et qu'à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie tranchée. Adieu, Graziani. Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion. Mais il faudrait qu'elle ait plus de lunettes, plus de palais, plus d'odorat pour s'offrir une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. On devrait l'attacher dans l'assiette, parce que cette nuit, il va s'en aller. Baptiste, ce qu'il faut entendre. Laisse-le dire, Clarisse. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente, et j'en ai mangé par gourmandise. Oui, mais toi, tu as l'habitude. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, fortifié, blindé. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis-moi, tu m'appelles alambic? Gracieux. Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère... Oh, si l'oncle se met en colère, il va encore s'étouffer comme d'habitude. Et ça me fera de peine. Parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi, je l'aime beaucoup. Bonjour. Vous en avez encore des anchois des tropiques? Non, pour le moment, nous en manquons. Et quand c'est que vous en aurez? Oh, il faut du temps pour les faire. Dans 2 ou 3 mois, quand ils seront mûrs. Je peux pas en trouver ailleurs? Ah, impossible. Spécialité de la maison. Alors tant pis, merci. Au revoir. Au revoir. Bravo, voilà une fière leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois se moisissent sans rien dire. Eh bien lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau, poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et il en fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier à celui des Acates. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoisonner. C'est ça, délivre-le. Reproche-lui son initiative. Cassini, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. N'écoute pas les sarcasmes de l'inutile.
J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, Baptiste, non. Tu vas t'étouffer. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que je m'étouffe une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est imaginable? Un individu qui ne veut pas travailler? Ah pardon, je ne veux pas travailler à l'épicerie, c'est tout. Hein. Quand je me vois dans cette boutique... Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois. Si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la Morissèche et le Roquefort humide, eh ben ça me donne mal au cœur. De discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer un sou de moins, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière. Je suis sûr que j'ai un don. Si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas pu d'acheter grand-chose. Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton appétit, de ta grande gueule et de ta paresse, qu'est-ce que Dieu a bien pu te donner? Un talent caché. Bien caché. Moi, je sais ce que c'est. Si tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu seras un homme déshonoré. Je ne le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai, que tu as un talent caché et que moi, je le sais depuis longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent? Des millions, tout simplement. Des millions de quoi? De francs. Folie des grandeurs, ramollissement de la cervelle. Espoir légitime et naturel. Délire pitoyable d'un prétentieux. Bon sens et logique d'un Français moyen. Fantasmagorie de jobastre. Méfiance de boutiquier. Pauvre couillon. Je vais vous chanter des couplets, tout ce qu'il y a de bien fait. Et je vous l'avoue, ma foi, ils ne sont pas gris. Voyez, dans ces plein de distinctions, et Zizi et Zanzon la verdouillette. Voyez, dans ça n'est pas police, en verdiverdon, papa la verdouillon. À Jeanneton j'écrivais, collant le timbre je pensais, elle est bien belle c'est certain, quoique un petit peu plus timbre dans la lettre à Jeanneton qui habite à Zonzon, la verdouillette. Timbre dont tu lui dis rien de cochon, verdiverdon, papa la verdouillon. Je dis à Roston Casimir, je ne peux plus le sentir, car son chien sur le perron vient de faire un étrangle dans son chien et sans façon, pour les boucher Zonzon la verdouillette. Tremble dans son cabote sans pape, en verdiverdon, papa la verdouillon. Et quand je masse les appâts de Suzon qui n'a rien de plat, j'entends un bruit qui se répète, je me dis c'est elle qui pétrit dans le derrière à Suzon pour lui masser Zonzon la verdouillette. Pétrit le dent pour qu'il reste bien, rend verdiverdon, papa la verdouillon. Quand je regarde du statut complètement dévêtu, Clara me dit d'un ton ballot, tu n'es qu'un petit salaud. Gaston, tu regardes-tu dans du m'énerve Zonzon la verdouillette. Oh Gaston, tu regardes si c'est d'appelant verdiverdon, papa la verdouillon. Je dis à Lucien, t'as pas le flair pour bien contenter Esther. Ne fais pas ce qu'on fait déjà, et au lieu de prendre son chatouille dans la belle avec action sur le kiki Zonzon la verdouillette. Chatouille dans les deux trous de son menton, verdiverdon, papa la verdouillon. Je dînais un soir chez le préfet, sa dame m'offre du poulet. Elle me dit, vous avez du goût, mais vous ne tirez qu'un coupé dans le morceau d'aileron, la cuisse et le Zonzon, la verdouillette. Coupez le dent, je vous tends le croupion, verdiverdon, papa la verdouillon. Baluchon, un homme superbe, fait mettre Jeanne toute nue dans l'herbe, en lui posant qu'elle régale une fleur dans le trou de Baluchon. T'as raison mon garçon, lui mettre ça dans le Zonzon la verdouillette. Baluchon, le pot de fleur est mignon, verdiverdon, papa la verdouillon. Louise me disait que l'amour aime varier tour à tour. Je réponds, j'en suis convaincu. Faut-il que les hommes soient cupidons? À 32 distractions, il fait zizi, Zonzon la verdouillette. Cupidon aime toutes les positions, verdiverdon, papa la verdouillon. Tout ce que j'ai dit est-ce mal, est-ce convenable, est-ce immoral? Mais si j'ai l'esprit fécond, ce que j'ai dit c'est bien. Conclusion, j'ai fini ma chanson, je vais en mon Zonzon ma verdouillette. Conclusion, je me mets un bouchon, verdiverdon, papa la verdouillon. Fernandel, maintenant, vous êtes non seulement acteur, vous êtes également producteur. Oui. Producteur, vous avez fondé avec Jean Gabin La Gaffaire. Avec Jean Gabin, vous êtes un des monstres sacrés du cinéma français. Si on y joue encore Pierre Freinet, je crois qu'on a fait le tour des monstres sacrés actuels. Il y a Brigitte du cinéma. Bardot, hein. Brigitte Bardot, dans le domaine féminin, bien entendu. Il y a Belmondo maintenant aussi. Bien. Il commence, c'est ça. Vous êtes producteur. On a dit, Fernandel a fait La Gaffaire. C'était ou pour gagner de l'argent, ou pour tourner les films qui lui faisaient plaisir, ou pour choisir ses metteurs en scène. Qu'en est-il de ces questions? Je vais vous répondre aux 3 questions. Pour les metteurs en scène, je les ai toujours choisis. Il y a une question de disponibilité.
Pour les films, on ne m'a jamais imposé un film. On m'a proposé un film, je l'ai accepté ou je l'ai refusé. Quand je tourne un film, je crois toujours faire le chef-d'œuvre de l'année. Des fois, j'ai fait le chef-d'œuvre la semaine dernière, c'est tout. Quand tu as gagné beaucoup plus d'argent, si je me suis associé avec Jean Gabin, parce que nous sommes de vieux amis, ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent, et je vais vous en donner les raisons. Parce que nous avons pensé que tous les deux, en faisant des films qui nous a réunis ensemble pour la première fois depuis que nous sommes vedettes dans L'Âge ingrat, nous allions faire plaisir à ce public qui a conservé cette amitié pour nous deux. Car je dois vous dire que Jean et moi, nous sommes les deux seules vedettes qui avons tenu depuis tant d'années. Cette association a été un genre de remerciement pour le public. Or, pour faire un film tous les deux, on ne pouvait pas nous payer un producteur. Vous voyez où j'en viens? Ce n'est donc pas pour gagner de l'argent, car L'Âge ingrat, qui a été notre premier film, est sorti sur les écrans français en décembre 1964. Il a fait jusqu'à présent 1 milliard de recettes guichets en France. Et nous n'avons pas encore touché un sou avec Jean Gabin de nos appointements. C'est la première fois que nous faisons un film gratuit. Fernandel, vous allez tourner des films. Nous vous en souhaitons encore plusieurs. Mais de toute façon, un jour, il faudra vous arrêter. Oui, quand on l'a voulez-vous dit vous souvent. arrêter? Quand le public ne viendra plus. Ce n'est pas une question de force physique. Pour vous, c'est uniquement une question de succès auprès du public. C'est-à-dire que vous comprenez, je me demande comment il faut faire. C'est un métier où on ne va pas passer des années, n'est-ce pas? Et je vieillis avec le public. Et ce public ne se rend pas compte que je n'ai plus 25 ans. Et en plus, remarquez, un peu plus du double. Hein. Mais seulement ce public, quand on me rencontre, le public qui a l'habitude de me voir au cinéma, les gens me disent, mais vous ne changez pas. Parce que je change avec eux. Je change comme la famille. Tous les 3 mois, on me voit à l'écran. On me voit à la télé, on me voit quelque part. Alors je change avec eux. Et d'après eux, vous n'avez pas bougé. Si, j'ai bougé. J'ai bougé, mais je bouge avec eux. Et c'est pour ça que très souvent, lorsque je peux faire une petite apparition sur la scène, comme il m'est arrivé au mois de novembre, où je suis allé aux États-Unis et au Canada, je suis allé voir le public pour leur dire qu'il n'y avait pas de raison qu'eux me voient souvent et que moi, je ne les vois jamais, puisque nous sommes des cousins, paraît-il, avec les Canadiens. D'ailleurs, ça, je dois dire que mon petit speech du début avait fait un très gros succès, et j'ai retrouvé ce public et cet accueil, où j'ai joué à bureau fermé pendant 10 jours à Montréal. Alors, j'ai pensé que lorsqu'on me pose la question, quand vous retirez-vous ? Je connais des gens qui en amour font des tas de choses folâtres, récitent des vers, font des discours, jouent Roméo ou Cléopâtre. Moi je ne suis pas de ces gens-là. Quand je me promène sur le bitume, si une petite femme passe par là, d'un seul coup d'œil moi je l'allume. Mesdames, vous vous demandez pourquoi? C'est que je possède un je ne sais quoi. J'ai le regard assassin, les yeux félins d'un spadassin. C'est pas que je sois beau, ni trop costaud, je porte à la peau. J'ai le baiser provoquant, les cils tentants, le nez troublant. Et c'est toujours à dessein que pour une bouche ou pour 2 seins. J'ai le regard assassin. Une vieille douairière me dit pourquoi, du jour où je vous aperçûtes, j'ai ressenti un drôle d'émoi, et dès cet instant vous me plûtes. Je lui répondis, très grand seigneur, si l'émoi que vous éprouvâtes vous fit tressaillir de bonheur, que vous fait si vous tâtate, madame, je vous plie, n'en parlons plus, c'est que j'ai sûrement quelque chose en plus. J'ai le regard assassin, les yeux félins d'un spadassin. C'est pas que je sois beau, ni trop costaud, je porte à la peau. Ce n'est pas mon front obtus, mon nez camus qui vous ont plu. C'est que toujours à dessein pour une bouche ou pour 2 seins, j'ai le regard assassin.
assassin. Dernièrement, dans mon patelin, une accordée ronde servante qui avait les cheveux couleur de lin me dit beau gosse ton regard me tente, sous tes baisers fais-moi mourir. Et comme la chose était tentante, pour ne plus la faire souffrir, moi je pressais sur la détente. Mesdames, je vais vous dire pourquoi elle mourut 5 ou 6 fois. J'ai le regard assassin, les yeux câlins d'un petit coquin. C'est pas que je sois beau, ni trop costaud, je porte à la peau. J'ai le baiser provoquant, les cils tentants, le nez troublant. Et c'est toujours à dessein que pour une bouche ou pour 2 seins, j'ai le regard assassin. Alors, Frangipane, on a fait cette partie de boules? Ah, si tu veux, Piconazo. Après le bon déjeuner qu'on vient de faire au cabanon, ça nous fera faire la digestion. Allez, ça va, tiens, 15 points, hein, à pétanque. Tu préfères pas jouer la longue? Non, surtout à cause de la véranda. Il faut faire attention. Alors on prend 3 boules chacun et... Allez, tiens, j'envoie le bouchon. Hein. Le cochonnet, comme ils disent à Lyon. Bon. Tu pointes ou tu tires? Moi, je fais les deux. Je pointe comme pas un et je tire comme 36. Oh, non, mais des fois, dis... Est-ce que tu aurais la prétention de me faire embrasser Fanny? Ah, parle pas trop vite, va, on ne sait jamais. Allez, Zou, j'envoie la première. Hein. Regardez. Si elle est belle, Vé qu'elle y va dessus. Allez, passe. On m'écoute, dis. Oh, qu'elle est brave, cette boule. Allez. À la mer, allez, partez. Ah, pardi, je jouais trop long, j'ai fait un inari. Oh, tu vas voir ce point, moi. Regardez, en première, imprenable. Adieu. Oh, choix, tu te joues sur les pieds. Tu restes en rade. Eh non, je suis court d'un pan, tu as pas vu? Je l'ai lâché des mains, je me suis empangué alors. Et pourtant, il est à moi, tu sais. Oui, mais il est à moi, le point. Le point est à toi? Mais ça alors... me ferait de peine, ça t'est. Je te dis qu'il est à moi. Il y a un poil. Oh, mais ça se mesure. Ah, écoute, Piconazo, tu vas pas mesurer un point pareil, non? Tiens, donne-moi ta ceinture, viens. C'est une ficelle. Eh bien, encore mieux. Tiens, tu la vois la distance? Alors, qui est-ce qui a raison? Oh, mais comme tu mesures, dis. Ta ficelle, c'est une voleuse. Ah, commence pas, hein? C'est bon, je te le donne, hein, tu vas voir. J'avais pas bien la main. Regarde ça, tété. Oh, moulin, café, qu'est-ce que de journaux? Ça y est. Oh, ça y est, ça va, crâne pas. C'est pas mal, alors. Pas mal, il m'a dit, j'ai fait des concours, moi, au bar de l'écorce d'olive. J'étais de l'équipe de viol et de charbon. Et contre qui? Contre Zef, Avouille et le Gisclé. Et vous avez gagné? Parfaitement, nous avons gagné sur le pastis que nous avons bu à midi. Eh ben, ça m'étonne, hein. À peine continue, hein. Ah, mais c'est à toi. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, en principe, je devrais tirer. Ah, fais attention à la véranda, hein. Ça, c'est ma femme, hein. Elle me fera un brave malheur. Bon, alors je pointe. Je vais jouer en finesse. Tu me fais rigoler. Ouais, mais tu peux rigoler. Va, monsieur Piconazo, tu peux rigoler. En finesse. Tu vas voir ce détail, tiens. Je la fais porter. Un peu retenue, et je vais mourir sur le but. Voilà, elle tête. Ça, alors, c'est formidable. Ça t'en bouge un coin, hein? Oh non, j'ai vu plus fort que ça avec Violet Charbon. Oui, eh bien, en attendant, ça fait 2-0. Pardi, on commence à peine. Et puis, j'ai encore une boule à jouer, moi. Et celle-là, je la tire. Je la sens. Je vais te faire un carreau sur place, oh, mon ami. Je vais la casser. Ouais, ben ça, c'est facile à dire. Oh, tu vas voir. Oh, il la manque. Écoute, Frangipane, ne commence pas à parler ainsi là, c'est que je vais tirer. Bon. Ça va, je me tais. Alors, tu sais, oh, comme je l'ai dans l'œil, je la vise. Oh, bonne mère, la véranda. Eh ben, heureusement que tu l'as senti. Qui, la véranda? Non, la boule. Tu l'as dit toi-même, je fais un carreau, je la casse. C'est encore un carreau de cassé. Piconazo, qu'est-ce que tu as encore cassé? Ne te dérange pas, poupée. C'est le verre de ma montre. Aïe, 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 aïe. C'est entre deux rochers dans les algues marines que s'était mariée la dorade si fine, avec un frétillant et superbe poisson qui riait des pêcheurs et de leurs hameçons. Il nageait dans le bonheur comme on marche sur terre, lorsqu'un vieux loup de mer triste et célibataire, apercevant la belle, eut au fait de l'approcher, lui donnant rendez-vous près d'un autre rocher. Ô belle dorade mamie, si tu veux m'appeler ton loup, pour toi je ferai des folies, car je connais les meilleurs trous. Tu es vraiment bien trop jolie pour suivre ton trop sage époux.
Je t'aime et te donne ma vie, je pends mes nageoires à ton cou. La dorade écoute à le loup. Le vieux loup l'entraîna sur un banc de sardines. La dorade rougit, et là, ça se devine. Pendant que son époux dormait sur ses deux ouïes, ce fut entre deux eaux des débats inouïs. À quelque temps de là, au moment de la ponte, la dorade éperdue faillit mourir de honte. Après avoir frayé avec son beau voisin, quand le faux père lui dit, voyant ses alevins: ô belle dorade, mamie, mes fils ressemblent à des loups. Et je crois rêver ces folies, nous serions-nous trompés de trop? Tu es vraiment bien trop jolie pour faire ça à ton époux. Je t'aime et te donne ma vie, je pends mes nageoires à ton cou. La dorade avait peur du loup. Mais quelqu'un l'avait vue, c'était une rascasse. Elle m'a dit retromper la vérité en face. Cette épine en parlant brisa tout leur bonheur, car ce dernier chassa la dorade tout en pleurs. Décidée d'en finir avec sa triste vie, elle voulut prendre l'air, périr par l'asphyxie. Elle mordit alors à la pas d'un pêcheur, en murmurant tout bas, en prenant de la hauteur. Ô belle dorade mamie, d'avoir connu le méchant loup, j'ai fait une grande folie. Adieu, car je sors de mon trou. Dorade, dorade jolie, écoutez vos tendres époux, et près de passer votre vie, pondez vos nageoires à leur cou. Dorade, prenez garde au loup. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font ta 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 oh, oh. Ta 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 oh, oh. Ta 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 oh, oh. Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Ce fervent de la bicyclette, on dit qu'il en est. Toujours si soigné de sa personne, pour le voir se recoudre un bouton, un fil de travers, ça le chiffonne. N'empêche que derrière les gens forts, lui qui a des gestes aussi charmants, on dit qu'il en est. Lui qui vit pourtant chez sa maman, on dit qu'il en est. Il joue de la guitare en virtuose, c'est peut-être bien pour ça qu'il en est. Du groupe des célèbres soquettes roses, les gars qui ont lancé le fameux vachement terrible les soquettes roses, et lui il en est. Et quand je vois leur pochette, ça me fait quelque chose, on voit qu'il en est. Il revient. Merci Fernand. Merci Guy Lux d'être venu au palmarès. Ah non, c'est moi.
vu ce soir, vous étiez ce soir. Il était assis parce que je dois vous dire... vous foutez rien. Vous savez que quand on vous écoute, c'est difficile de faire autre chose que de vous écouter. C'est gentil à vous. Non, mais c'est pas rigolo. Non, mais c'est sérieux, non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'âge, la voix a mu. Oui, c'est vrai. La voix a changé, on m'a conseillé très souvent... Qu'est-ce que c'est? On m'a conseillé très souvent de chanter une mélodie. Oui, parce que je sais bien que le visage ne va pas avec la voix, mais il fallait ça. Alors je profite du palmarès pour pouvoir ce soir chanter une chanson mélodique. Elle est intitulée « Si je puis m'exprimer ainsi ». Musique. C'est bas, ça, hein? Et ça, c'est haut, hein? Au milieu, faites-moi ça au milieu, parce que alors, ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas le rigoler, parce que... Assez. Je vois que vous comprenez tout de suite la bonne chanson. Alors vas-y, refais-moi ça. Alors, vas-y. Terrible, ça. Mélodie, c'est pas pareil. Tes yeux sont comme deux étoiles qui prendraient le jour pour la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi. Telle une pêche provençale, ta bouche à la saveur d'un fruit. Mon amour, y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis m'exprimer ainsi. Ta voix comme une harpe chante, et j'aime son doux vibrato. Ta voix troublante et caressante, aux adagios amoroso. Je pourrais l'écouter des heures, cette voix si douce à mon cœur. Dommage que tu dises toujours des conneries. Si je puis m'exprimer ainsi. J'ai lu Ronsard, Villon Rimbaud, Verlaine Musset, San Antonio, Astérix et Chéri Bibi, pourtant. Écoute bien ceci. Jamais autant que dans tes yeux, j'ai lu combien j'étais heureux. Ta main diaphane et opaline, en messagère de mon cœur, joue souvent pour moi de la mandoline, pendant que s'envolent les heures. Comme jouait jadis Euterpe, tu joues pour chasser mon ennui. Dommage que la mandoline se m'emmerde. Si je puis m'exprimer ainsi. Tu es mon soleil de minuit, car tu te montres tour à tour, comme la clarté de mes nuits, comme le soleil de tous mes jours. Tu règnes avec toute ta grâce sur chaque moment de ma vie. Dommage que des fois, franchement, tu me les casses. Si je puis m'exprimer ainsi. Mais malgré tout, je t'aime, tu vois. Et ceux à qui ça ne plaît pas et qui voudraient que je te perde, je leur dis simplement merci. Je suis un acteur optimiste, mais naturellement, quand j'ai vu notre métier a eu, n'est-ce pas, une mauvaise passe, puisque ça a commencé par Luis Mariano, puis après, ça a été le jeune Théo Sarapo, puis ça a été Jacques Pils, puis ça a été Bernard Noël, et puis ça a été Beaufil. Naturellement que tout ça, on peut être mélancolique après ça, dans notre métier. Vous savez que notre métier est une grande famille, et lorsque l'on perd un camarade, même que l'on ne connaît pas, il semble qu'on l'a connu comme un ami d'école, vous comprenez? Et
je dois dire que dans tous ceux qui ont disparu, Luis Mariano, qui était un très gentil garçon que je connaissais aussi, qui a disparu très jeune, comme Bourvil. Et Bourvil m'a touché comme si vraiment j'avais perdu quelqu'un, un être cher. Car, comme je dis, il est irremplaçable. Et puis ce sont des gens qui vous laissent quelque chose, vous comprenez? Et il laissera, je crois, dans le cinéma français, dans 20 ou 30 ans d'ici, on dira, il y avait un comique qui s'appelait Bourvil, qui était vraiment quelqu'un. Alors je vais vous chanter la première chanson lorsque je suis arrivé à Paris, en 1928. Elle était intitulée « Moi, je vais au cinéma ». C'est pas de ma faute, mais c'est vrai. Dans ma chambrée, il y a des tas de types qui se plaisent à fumer la pipe, donc il y a un goût prononcé. Pour les journaux, c'est insensé. Il y en a qui décrocheraient la lune pour une femme blonde ou brune. Eh bien, moi, je ne suis pas de cela. Pour m'amuser, j'ai bien mieux que ça. Moi, voilà, je vais au cinéma. J'y vois de très belles femmes pour qui mon cœur s'enflamme. Elles font voir leurs deux bras, ainsi que leurs tibias. Si je vois leurs épaules, tout de suite ça m'affole. Les vedettes de l'écran, surtout celles qui ont du cran, me font perdre la tête et je fais pas leur toilette pour avoir des femmes comme ça. Moi, voilà, je vais au cinéma. J'ai des copains très poétiques qui adorent l'amour antique. Quelques-uns préfèrent aussi parler d'amour dans un taxi. Il y en a d'autres qui aiment la nature, la fraise des bois sous la verdure. Eh bien moi je ne suis pas de cela. Pour mes amours, j'ai bien mieux que ça. Quoi? Je vais au cinéma. Quand deux amants farouches s'embrassent sur la bouche, j'embrasse la dame du coin. Lorsqu'elle ne dit rien, c'est un plaisir unique d'embrasser en musique. On entend le piano faire son petit solo, pendant que la mignonne doucement se pamoisonne. Pour avoir des femmes comme ça, Écoutez, nous allons essayer. Je vais essayer de me rappeler quelque chose. Vous avez saisi. Sur un banc au jardin des plantes, je fis connaissance d'une bonne charmante. Je ne me rappelle pas comment que c'est venu. J'ai parlé. Elle a répondu. On se disait rien que des petites choses. Elle me disait devant ces roses, je pense aux belles fleurs qu'il y a par chez nous, les chardons et les gueules de loup. Pendant ce temps-là, moi je la reluquais. Et c'est pas aux fleurs que je pensais. Je vous mets pas les points sur les i. C'est pas vrai? Vous avez saisi, hein? Elle me dit, chez nous, c'est la campagne. Seulement, c'est un pays de montagne. Il y a des ravins, il y a des torrents, des sources dans des coins charmants. Des petits ruisseaux, et puis de la mousse, qu'elle est verte, et puis qu'elle est douce. Des fraises dans les bois touffus, des mamelons et de la neige dessus. Moi, je l'ai écouté me raconter ça. Et je voyais d'autres mamelons que ceux-là. Je vous mets pas les points sur les i, c'est pas vrai. On m'avait saisi. Pendant que nous bavardions de la sorte, le gardien passe et dit, faut qu'on sorte. Alors on sort, et quand on est sorti, elle me dit que ses patrons sont partis, qu'elle est seule, et que ça la dégoûte, et en clignant de l'œil, elle ajoute, c'est pas bien loin, c'est rue de Picpus. Venez prendre une tasse d'eucalyptus. Ah oui, de l'ictus, des gâteaux secs. Et je pensais peut-être quelque chose avec. Je vous mets pas le poing sur les yeux. C'est pas vrai. On m'avait saisi. Elle me sert l'ictus en verre de fine. Elle me dit qu'elle s'appelle Joséphine. Moi, je lui dis qu'on m'appelle Gaston. Et en même temps, je lui prends le menton. Ah non, qu'elle me fait y aller la lumière. Et on nous voit chez la crémière. Alors, pour faire l'obscurité, je ferme le truc d'électricité. Et puis pendant 1h30,
comme petit four. Qu'est-ce qu'on s'est mis? Où est le poids sur les dix? Enfin, c'est dit. Depuis ce jour-là, j'aime l'existence. Je me dis que j'ai vraiment de la chance, et régulièrement, chaque soir, après la soupe, je m'en vais la voir. Vous demandez ce qu'on peut bien faire. Oh, c'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas nous qui l'avons inventé. Ça se faisait dans l'Antiquité. Je n'ai pas le poids sur les îles, c'est pas vrai. Vous m'avez saisi. Le tango corse. Vas-y. Au bal du petit Ajaccio, on n'en danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Allez. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Tango corse, un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés. Tango corse, c'est un tango sélectionné. Le tango corse, pour les courages fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon, et l'on soupire. Tango corse que c'est bon. Quand à bout de force, on va s'étendre une heure ou deux. Le tango corse. C'est encore là qu'on le danse le mieux. J'en avais qu'un. Alors, Barbisac, on reconnaît plus les amis? Oh, mais dis, tu as bien la mine allongée aujourd'hui. Eh ben, toi si gai d'habitude. Ah, ne m'en parle pas, ouais. Tu as devant toi un homme désillusionné, oui. Je suis victime de la publicité. Pas possible. Tu sais que j'étais amoureux de la belle Suzanne Aubin, la vedette des Folies Champêtres. Une femme qui a une ligne, une poitrine, une bouche, enfin tout, quoi. Ouais, je comprends. Tout ce qu'il faut pour rendre un homme heureux. J'étais fier de penser que cette grande vedette avait consenti à me distinguer dans la masse de ses admirateurs. Ouais, je sais. Tu avais même rendez-vous avec elle hier pour dîner. Justement, voilà le malheur. Tu appelles ça un malheur, toi? Un tête-à-tête avec une si agréable personne? Tu vas comprendre. Hier, en partant le boulevard, j'achète un journal. Je l'ouvre, et voilà que j'aperçois à la 3e page la photo de mon adoré. Sous le cliché s'est allée l'attestation suivante. Grâce au pilivore tout poilu, je détruis à merveille les poils superflus qui ornent mes lèvres et recouvrent mes jambes et mes bras.
Et suis enchanté, je m'en sers constamment. Suzanne Aubin. Il faudra que j'en parle à ma femme. Je passe devant un pharmacien et je vois dans la vitrine le portrait de mon idole. Sous ce dernier, quelques lignes de sa belle écriture. J'avais, comme le mérinos, la laine forte. Il n'est rien de tel que les comprimés du docteur Tumouche pour débarrasser l'intestin de ses toxines et purifier la laine. Je ne peux plus m'en passer. Oh, mais dis, ça fera bien pour l'oncle Zeb. C'est pas fini. Après, je monte en tramway. Sur le paroi du véhicule, j'aperçois de petites affiches. Je m'approche et je vois l'effigie de ma belle soulignée par cette déclaration. Les pilules sédufères rendent aux seins fatigués leur galbe primitif. Elles ramènent les égarés et soutiennent les découragés. Depuis que je m'en sers, je ne me reconnais plus. Je comprends. La poitrine. Je le dirai à ma belle-mère. Non, mais écoute la suite. Je descends du tramway et je me trouve nez à nez avec un homme sans fiche. Il transportait la réclame d'un pédicure. En bonne place, la silhouette de ma conquête levant en haut la jambe et laissait voir son pied mignon. Au-dessous, en grosses lettres, j'ai pu lire ceci. Après une longue marche, je voyais avec peine mes amis s'écarter de moi. Aujourd'hui, mes admirateurs me baisent les pieds. Et cela, grâce à la poudre du professeur japonais haut qui pue. Et toujours sa signature. Et bien pour ça, j'en causerai à mon cousin le gendarme. Mais le comble, c'est qu'en me retournant, je tombe en arrêt devant une affiche où Suzanne Grandeur Nature proclamait dignement. Les suppositoires Le Trou-Duc mettent ensuite les hémorroïdes et l'eczéma. J'en consomme 2 par jour. Eh ben, bon appétit, tu sais. Moi, quand j'en prendrai, un me suffira. Ah bah, tu peux rire. Moi, ça m'a coupé le sifflet. Non, mais tu te représentes, dis. Les seins raffermis, les poils rasés, la laine purifiée, les pieds désinfectés, les hémorroïdes et l'eczéma, et le machin du truc et tout ce qui s'ensuit. Mais ça m'a suffi, moi. Je me refuse à aller voir le bien fondé de ces attestations. Comment, tu n'es pas allé à ton rendez-vous? Mais non, que j'y suis pas allé, tu penses. Je suis allé dans les champs. J'ai séduit une gardienne de vache. Tu as fait ça? Oui, mon vieux. Ah, ah, elle sentait bien un peu le crottin. Mais là, au moins, mon vieux, c'était nature. Qu'est-ce que tu veux? C'était ma... Bouboule. Mon oncle. Viens ici, Bouboule. Oui, mon oncle. Qu'est-ce que m'a dit ta tante? Je ne sais pas, mon oncle. Ah, je ne sais pas, mon oncle. Tu es le combien de ta classe aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Le 31e. Tiens, le 31e. Mais hier, il me semble que tu avais dit que tu étais le 30e. Ah oui, mais il y a un nouveau qui est arrivé depuis ce matin. Oh, c'est du joli, va. Et tu es content de ta place? Oui, mon oncle. Comment, oui, mon oncle? Oui, mon oncle, parce que c'est la meilleure. Et comment ça, c'est la meilleure? Ah oui, c'est celle qui est la plus près de la porte, alors quand la cloche sonne, je suis le premier débiné. Oh. Enfin, ton professeur doit se demander ce que tu fais en classe. Ah bah oui, puis il y a déjà répondu. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? J'attends les vacances. Oh, espèce de feignant, va. Ça ne m'étonne pas que tu sais si bien ton histoire de France. Si je sais bien mon histoire de France. Ah, tu la sais bien? Eh bien, dis-moi un peu par qui fut brûlée Jeanne d'Arc. Par Landru. Oh, propre à rien, va. Tu es bien le neveu d'un imbécile. Oh, pardon. Ah, et qu'est-ce qu'elle m'a dit encore, ta tante? Tu as rapporté quelque chose de l'école? Qu'est-ce que c'est? Des boutons. Allez, ne fais pas l'imbécile, Bouboule. Qu'est-ce que tu as rapporté de l'école? Quelque chose qui roule. Qui est-ce qui roule les gens? Un gérant d'immeuble. Oh, tu t'obstines à faire l'idiot. Fais attention, je vais me fâcher. Alors je vais te le dire, moi, ce que tu as rapporté de l'école. Tu le sais bien, c'est une bicyclette. Ah oui, mon oncle, une bicyclette. Ah, tu avoues? Et où l'as-tu volé, cette bicyclette? Mais je ne l'ai pas volée, mon oncle. Où as-tu pris l'argent pour l'acheter, cette bicyclette? Mais je ne l'ai pas achetée, mon oncle. Où as-tu volé l'argent pour la louer, cette bicyclette? Mais je ne l'ai pas louée, mon oncle. Dis donc, Bouboule, est-ce que tu me prends pour un imbécile? Ah non, mais je peux me tromper. Ah, méfie-toi. Enfin, tu vas tout de même pas me faire croire qu'on te l'a donnée, cette bicyclette. C'est mon oncle qu'on me l'a donnée. On te l'a donnée? Et comment cela? Eh ben voilà, mon oncle, comme il faisait très beau, en sortant de l'école, j'ai été au bois. Au bois? Alors, je me suis arrêtée dans un endroit, c'était très désert et il faisait pas très clair. Il faisait pas clair? Alors, il y a une dame qui se promenait avec une bicyclette. Une dame? Et alors? Alors, quand elle m'a vu, elle m'a appelé. Elle t'a appelé? Oui, elle m'a dit, viens mon petit. Et elle est descendue de sa bicyclette et elle l'a posée à côté d'elle. À côté d'elle? Et alors? Alors j'ai été vers elle. Elle avait un manteau et elle l'a ouvert. Oh, alors c'était rigolo. Mais qu'est-ce que c'est qui était rigolo, voyons? Eh ben, en dessous de son manteau, elle était en chemise.
En chemise? Oui. Et alors? Eh ben, alors, elle m'a dit, tiens, mon petit, prends tout ce que tu veux. Alors, j'ai pris la bicyclette. Merci, docteur. Je n'oublierai jamais ce que je vous dois. Vous me devez 50 francs, chère madame. Ah, c'est vrai. Pardon. Voici, docteur. Et encore une fois, merci. Je vous accompagne. Monsieur? Bonjour, docteur. Bonjour, Molasson. Qu'est-ce qui vous amène, cher ami? Oh, pas grand-chose. Tout de même, docteur. Ça y est bien, vous savez. Voyons, racontez-moi ça. Ben voilà, j'ai fait une imprudence. On ne peut toujours pas vivre comme un ermite, c'est pas vrai? Ah, j'ai été bien puni, allez. Racontez, mon garçon. Un médecin est un confesseur? Figurez-vous que dimanche, avec mon ami Cougourdin et 2 petites femmes de notre connaissance, nous sommes allés passer la journée au cabanon à la Pointe-Rouge. Je vois ça, continuez. On a mangé comme 36, à s'en faire péter le gilet, des moules, de la langouste à l'américaine, enfin un tas de choses qui vous mettent le feu un peu de partout. Vous me comprenez, docteur? Je vous comprends et vous envie, Molasson, car j'ai 60 ans et je ne prends feu que difficilement. Après une bonne salade de poivrons et une bouillabaisse dont nous avons le secret, on a vidé quelques bonnes vieilles bouteilles et forcément, n'est-ce pas, comment dirais-je, la danse a commencé. Vous me comprenez, docteur? Je vous suis, Molasson. Et alors? Alors, ce fut paradisiaque et onctueux. Seulement... Ah ah, il y a un seulement? Oui, docteur. Cette petite orgie a eu des suites fâcheuses. Et comment vous en êtes-vous aperçu? Ça m'a pris le lundi soir en me couchant. J'ai ressenti des picotements. Molasson était poivré. Le poivron, docteur, le poivron. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Le lendemain, ça a commencé dans le bas, et petit à petit, ça a monté. Oh, lentement, mais sûrement. Voyez-vous ça? Ensuite? Le mardi, j'avais la tête en feu. Souvenir de la Pointe-Rouge, parbleu. Ah, ne plaisantez pas, les docteurs. Quand j'ai vu ça, je l'ai trempée dans l'eau. Le mercredi, elle était tout enflée. Pour un peu, je me la serais coupée. Remède catégorique, mais excessif. Je la sentais lourde comme si elle allait éclater. Le matin, au réveil, je la regardais dans la glace. Elle était rouge, mais rouge, et toujours la larme à l'œil. Plus de doute, je suis fixé. Je la sentais congestionnée, endolorie, bref, c'était à se la taper contre le mur. J'espère que vous n'en avez rien fait. Non, je lui ai mis des compresses. Par moments, je sentais qu'elle avait besoin d'air. Alors, je la mettais un peu à la fenêtre. Joli spectacle pour les passants. Et ce matin? Ça ne va pas plus mal, mais je la trouve plus grosse que d'habitude. Ah, c'est bien pénible, allez. Voyons, docteur, que dois-je faire? Suivre une ordonnance. Mais avant tout, il faut que je voie le corps du délit. Allons, Molasson, montrez-le-moi. Vous montrez quoi? Voyons, Molasson, voyons, vous me cachez quelque chose, allons. Déboutonnez-vous devant votre docteur. Oh, coquin de sort! Mais qu'est-ce que vous allez chercher, docteur? Vous ne la voyez pas, ma tête? Et vous n'avez pas compris que j'ai une crise d'urticaire? Parce que tous les méridionaux sont menteurs. Moi aussi, je le suis. Mais il n'y a pas un exemple précis où il vous ait menti? Non, c'est-à-dire que vous savez, Pagnol est le type qui vous dit « Tu es formidable ». Et après, il dit « C'est pas vrai ». Voilà, hein. Mais il pense que je suis formidable. Mais toute ma vie, il m'a fait ça. On ne peut pas lui en vouloir. Et quand les gens me disent « Est-ce que vous êtes fâché avec Pagnol ?» Je dis « Mais on ne se fâche pas avec Pagnol. Avec Pagnol, on est toujours amis ou on est toujours fâché. Depuis quelques années, on a peur de faire rire en France. Vous avez remarqué que mes jeunes camarades qui sont dans le cinéma et qui ont beaucoup de talent, très souvent, disent « Oh non, c'est comique ». Ils ont tort. Vous avez qu'à regarder que les comiques qui font des films drôles ont un certain succès, même si le film est un petit film, parce que les gens veulent rire. Et lorsqu'on a annoncé La cuisine au beurre avec nous deux, n'est-ce pas, on s'est dit, tiens, 2 comiques, là, on va rigoler. Il y a pourtant une association beaucoup plus importante qui, au départ, étonne, c'est celle de Fernandel et de Jean Gabin. Ah oui, mais alors là, ça étonne doublement, parce qu'en plus de l'association des 2 acteurs, ils deviennent producteurs tous les 2. Justement. C'est ça qui est étonnant. Qui a eu l'idée de cette association? C'est Gabin au départ, et moi à l'arrivée. Bien sûr, il faut être 2. Parce que Gabin m'en a parlé, parce que, n'est-ce pas, le départ de cette association, c'est 35 ans d'amitié. Nous avons débuté avec Gabin, tous les 2, ou alors on doit faire le film qui amuse. Mais il ne faut pas faire le film entre les 2, c'est-à-dire le film où l'on attend la grande scène d'émotion et la grande scène comique qui ne viennent jamais.
Alors je préfère que lorsque les spectateurs en sortant disent oh, c'était idiot, alors j'ai rigolé. Vous comprenez, ça pour moi c'est une réussite que de dire c'est drôle, j'ai pas beaucoup ri, je croyais quand même non. Voilà, oui, ce que je veux dire. On a ni pleuré ni ri. Voilà. Je crois que avec votre télévision celle-là, pour le cinéma, nous devons faire des grands films. Parce que je sais que lorsque vous voyez la télévision chez vous, c'est à vous, téléspectateurs, que je m'adresse en ce moment. Vous voyez, je vous parle les yeux dans les yeux, parce que moi, j'ai pas peur, hein. Vous savez, je suis comme ça. Eh bien, je suis un téléspectateur, quoi qu'étant du cinéma. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il faut vivre avec son temps et suivre le progrès. Eh bien, je sais que lorsque vous voyez un bon film, vous allez le voir. Mais il faut vous déranger, car vous voyez des beaux spectacles à la télévision. Pas toujours, bien entendu, comme au cinéma, pas toujours de bons films. Mais lorsqu'il y a quelque chose de bien, vous restez chez vous. Lorsqu'il y a quelque chose de bien au cinéma, vous sortez de chez vous. C'est le plaisir que je me souhaite. Ce dont je les remercie.